Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu le podcast pour un épisode de Tendance Ride. Je suis Mathieu et je vous emmène avec moi à Saint-Nazaire, dans les bureaux de Gong, à la rencontre du fondateur de la marque, Patrice Guénolé. Gong, c'est une des marques qui cartonne dans la vente de boards et de matériel de kite, de wing, de sup ou de foil. C'est un épisode exceptionnel, puisque malgré son succès, Patrice communique très peu sur son histoire personnelle et sa vision pour la marque. Ça fait longtemps que je souhaite enregistrer cet épisode et je n'ai pas été déçu. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose d'embarquer avec moi pour une très belle aventure entrepreneuriale faite de passion et de conviction. Salut Patrice, bienvenue sur Mordu. Salut à tous, merci. Écoute, je suis super content de faire cet épisode avec toi pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est t'es rare dans les médias, donc un grand merci de venir chez nous. Ça me fait très plaisir que tu nous fasses confiance. Et puis la deuxième raison, c'est que Gong, c'est un succès super impressionnant, notamment sur ces dernières années. La marque, elle a vraiment explosé. On est passé d'une marque qui avait une notoriété de niche à une des marques les plus connues de ce marché de la glisse, mais du sport outdoor, me semble-t-il. Alors, on va parler de la genèse de Gong, de ta vision pour la marque. On va parler de plein de choses dans cet épisode. Mais pour commencer, moi, j'aimerais que tu me présentes Gong et que tu me dises ce qui rend cette entreprise et cette marque unique à tes yeux. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation qui est très flatteuse. Moi, je ne le perçois pas comme ça, mais Gong, c'est simplement une marque qui a été montée par un passionné, qui s'adresse à toutes et tous. L'objectif étant de partager cette passion que j'ai ancrée en moi depuis quasiment toujours. L'ADN de Gong, c'est de fabriquer des produits et de les faire dans des technologies plutôt innovantes, le plus innovantes possible, et d'être à la fois dans la culture de nos métiers, de nos sports, et en même temps de se projeter dans l'avenir et d'être, si possible, précurseur sur des nouvelles activités. Donc on est souvent à l'initiative sur certains sports, les 3-4 derniers à la mode en tout cas, parce que tout simplement on est passionné de ce qu'on fait jusqu'au bout des doigts. Alors je disais que c'est une marque qui est connue, qui explose. C'est marrant, et quand je dis que ça explose, c'est qu'autour de moi, j'ai des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, qui me parlent de Gong, de cette marque de Nantes qui a émergé il y a 4-5 ans. Moi qui connais un peu le secteur, je sais que Gong, en fait, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a quand même de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous dire comment et quand ça a commencé, Gong ? J'ai échappé mes premières planches, j'avais 11 ans, pour des raisons assez simples, c'est que mes parents n'avaient pas les moyens de m'en acheter une, et puis du coup il fallait que je me les fasse moi, et donc je bricolais des trucs. T'as grandi où toi ? Eh bien ici, à Pornichet. Ah ouais. Donc si tu veux, la logique était déjà de pratiquer. Ensuite, la notoriété de la marque, pour moi, c'est beaucoup plus discret que ce que tu dis. Elle se fait en 1 pour 1. On convainc une personne, puis une deuxième personne qui est convaincue. Ça se fait, à mon sens, très doucement. Donc j'ai pas cette sensation. Ah, c'est parce que j'ai beaucoup de potes nantais et qui sont très fiers de la région, peut-être. Peut-être. En tout cas, ce qu'on a envie de faire, nous, c'est de partager avec le plus grand nombre. Donc, alors on est très très focus sur le produit, pas du tout sur la com, c'est notre gros défaut. Pour autant, je passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux à essayer de partager. Je dois passer à peu près 6 heures par jour, 365 jours par an, à partager ce que j'aime et essayer d'aider les gens, de les guider dans ce que je peux leur apporter. On va reparler de ça, de ces 6 heures par jour sur la com, parce que moi je pense que tu es plutôt bon sur la com, mais on va y revenir. Je veux revenir sur Patrice, 11 ans, qui shape ses boards. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu commences dans la vie professionnelle et comment tu te retrouves moi, je voulais naviguer, donc planche à voile et surf à l'origine, et le seul moyen que j'ai eu de le faire, c'était en sortant du collège, d'aller bosser dans le surf shop du coin, qui existe toujours d'ailleurs, et qui est un lieu d'affection pour moi. Cite-le, c'est qui ? C'est Hollywind à Pornichet. Et donc, si tu veux, j'ai passé toute mon adolescence gravité dans ce magasin, et à vendre des produits, à conseiller des gens, essayer de partager ce que j'aime, en ayant toujours un aspect très technicien sur le produit. Sur les sports, donc en planche à voile et en surf. Et puis vers l'âge de 17 ans, ma première compète d'ailleurs, c'était en planche à voile à Bercy. Ah, beaucoup
de gens qui ont fait ça. Lindor Bercy, c'est chic. Ouais, c'est vrai, non, c'était grandiose. C'est pas ta première compète. Ma toute première compète de ma vie. Ah, énorme. Donc voilà, c'était en quelle année, un ça tout petit peu intimidant. Je sais même plus. 92 peut-être. Ouais, donc vraiment le pic de la planche à voile, Lindor Bercy. Donc pour ceux qui n'ont pas connu, Lindor Bercy, c'était à Bercy. 20 000 spectateurs. Voilà, une grosse piscine de flotte. Ouais, 40 nœuds d'un côté et des ventilateurs de l'autre. Ouais. Un tremplin, du son. Et c'est vas-y. parti. Bon, tu ressortais de ça. Moi, je l'ai fait une fois. Je ressortais avec la tête comme une pastèque, parce que ça faisait vraiment beaucoup de bruit, les ventilos. Ouais, alors, pour les riders, ça devait être incroyable. C'est plus du tout dans l'air du temps. Oui, c'était une autre époque, mais c'était génial quand même. Ah ouais, c'était incroyable. Et pour moi, comme première expérience de la compète, moi qui n'était pas trop compète, justement, voilà, c'était un bon débourrage, on va dire. Non, donc j'ai bossé en shop pour pouvoir me payer du matériel. Vers 17-18 ans, j'ai eu l'opportunité d'être véritablement sponsorisé, de passer pro dans un atelier qui s'appelait Ace, qui était basé à La Baule. J'avais la chance que ce soit pas loin. Et mon travail était d'être testeur et metteur au point. Donc, de travailler d'un côté pour faire la mise au point pour les pros qui voulaient être champions du monde, en tout cas qui se bataillaient pour ça dans le team. Donc des N plus 2, N plus 1 par rapport à ma position. Et mon autre rôle était de mettre au point des produits de série pour cette marque, pour le grand public. J'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai décidé de reprendre des études quand j'ai eu 23 ans. Pour ça, j'ai travaillé comme videur en boîte de nuit pendant 5 ans. Ah, t'as une bonne tête de videur de boîte de nuit, je suis pas surpris. Merci. En tout cas, ça m'a permis de bosser la nuit, d'aller à l'école le jour, et puis de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Et puis ensuite, d'aller bosser, de retourner bosser dans le milieu qui me passionnait. Et vers 26, 27 ans, 28 ans, je suis allé travailler pour le groupe H2O qui gérait le réseau Magic Surf en Europe et le réseau Subchandler sans plongée, donc Magic Surf en planche à voile principalement et en surf, et Subchandler sans plongée. Donc c'était un réseau avec 80 magasins, 2 centrales d'achat, 15 marques propres. Voilà, je suis rentré par la petite porte et j'ai fini par diriger ces 2 réseaux. Alors attends, tu commences au stock, tu commences comment dans cette boîte-là ? Je commence assistante de l'animateur de réseau. D'accord, ok. Voilà. Donc, ce qui est très bien. Et alors donc tu fais assistant, ensuite qu'est-ce que tu prends comme job ? Après je fais animateur, après je fais... qu'est-ce que j'ai fait après j'ai fait responsable d'H2O et ensuite directeur de l'ensemble de l'activité. Alors répète-le, en combien de temps t'as monté les échelons ? En 3 ans. Ah c'est rapide hein ? Je savais ce que je voulais et j'avais une passion qui me permettait d'aller plus vite que ceux qui l'avaient peut-être un petit peu moins. C'est quoi que tu voulais à cette époque-là ? Moi, je voulais vivre de mon métier et l'amener quelque part. Je voulais pas reproduire ce qui existait, je voulais changer les choses. J'étais très jeune. Non, je voulais faire avancer ces sports et le partager avec le plus grand nombre. J'ai beaucoup fait la promotion de ce qui aujourd'hui est un truc commun, mais les packs. Les packs en planche à voile, ça a été une de mes grosses innovations, entre guillemets, c'est-à-dire de faire un ensemble prêt à utiliser, cohérent, à un tarif attractif pour que les gens n'aient pas à hésiter et pas à se prendre la tête, en fait, parce que on est dans des sports de passionnés où on peut vite s'y perdre et jamais trouver ce qu'il nous faut véritablement. Donc j'aime pas l'idée de prêt à consommer, mais c'est un petit peu ça quand même, quelque chose de très facile d'accès, en tout cas, sans être de mauvaise qualité du tout. Des bons produits, mais pré-mâchés, entre guillemets. T'es un passionné, et tu le dis, hein, toi, t'as fait tout ça pour rider, mais c'est pas forcément compatible avec un gars qui gravit les échelons en 3 ans et qui est mort de faim. C'est marrant quand même. T'aurais pu aussi rester assistant animation commerciale. Le commercial, c'est pas mal parce qu'il est toujours en déplacement, il a une grosse bagnole dans laquelle il peut mettre board et il va rider quand il veut. C'est pas mal aussi. Ouais, non, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ce que j'aime, c'est créer des trucs. Donc quand j'étais metteur au point à 17, 18, 19 ans, c'était ça, c'était créer, inventer, innover, tester, mettre au point, être au quart de millimètre et travailler de manière précise sur les choses. Et pour une raison assez simple, c'est que sinon je m'ennuie en fait. Donc moi je suis quelqu'un qui supporte pas de faire 2 fois la même chose. Donc ça me lasse, même la plus belle chose du monde, je m'ennuie très vite. J'ai besoin de le faire, d'innover, de réfléchir à des choses et de les mettre en action. Donc partager fait partie des choses qui évitent de se lasser aussi,
parce que le plaisir de la découverte, je le vois dans les yeux des gens. Donc du coup, non, changer de poste rapidement parce que j'avais envie que ça avance, parce que je bossais avec des gens passionnants et parce que c'était une dynamique globale et qui correspondait à ce que j'étais à ce moment-là. Donc là, 3 ans, au bout de 3 ans, tu es DG d'un groupe. Il y a combien d'employés là-dedans à cette époque-là? Ça commence à faire du monde, non? Je crois qu'en propre, on devait être 90 et avec tous les affiliés, ça fait 500 personnes qui bossent en saison, un truc comme ça. Et ça faisait quoi comme chiffre, un groupe comme ça? Ça va un petit peu plus de 20 millions d'euros. Ouais. Et t'as quel âge là? Et là, j'ai 28 ans. C'est pas mal. Et on est sur 6 pays. C'est une donnée importante, le multi-pays à une époque, c'était il y a quasi 20 ans, quoi. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, quoi. Les réseaux sociaux, les réseaux tout court, c'était pas ça, quoi. Donc là, on est début des années 2000. Ouais, 2005, je gère ça jusqu'en 2008 avec la crise que tout le monde a connue. En 2008, l'actionnaire me demande d'arrêter. Donc, je démonte tout ce qu'on a tous monté. C'est une partie extrêmement douloureuse d'une vie professionnelle. Donc, une fois que j'ai fini par tout démonter, eh bien, je me licencie moi-même. Et puis je rachète Gong et puis je décide d'aller remonter Gong dans un atelier en Corse, puisque ma femme était basée en Corse. Donc je déménage là-bas, je remonte un atelier. Alors tu dis tu rachètes Gong parce que Gong c'était une marque que tu avais créée toi au sein du réseau? Alors oui, pour revenir sur l'histoire de Gong, Gong c'est créé en 1996 par plusieurs personnes, dont les gens de chez Ace, dont moi-même en tant que metteur au point et très spécialisé sur les planches de surf, et les magasins Magic Surf, puisque donc Magic Surf nous avait passé commande d'une gamme de planches de surf pour attaquer le marché, on va dire, autrement que par le haut de gamme, en faisant des produits extrêmement techniques. Nous, on ne savait faire que ça, on ne savait faire que des produits techniques, donc on sort la première gamme de planches de surf en EPS, à mon avis, de l'histoire. Alors EPS, tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent? C'est un pain en polystyrène et qui du coup impose une résine qui est différente, qui est une résine époxy, alors qu'à l'époque c'était des pains en polyuréthane avec des résines polyester. Et la résine époxy a des caractéristiques mécaniques beaucoup plus intéressantes. C'est beaucoup plus solide, plus tolérant à l'impact et plus dynamique, alors que le polyester va étoiler au moindre choc. Donc on passe d'une planche qui a une durée de vie de 1 à une durée de vie de 5 à 10, on va dire. Et on les vend à un tarif qui est très bas, puisqu'on n'a pas d'intermédiaire, on est la marque propre d'un réseau. Donc déjà, l'ADN de Gong est fixé, est installé. En 2002, donc, quand je rejoins le groupe H2O pour gérer la Magic Surf, la franchise Magic Surf, je reprends donc la gestion de cette marque qui est Gong, mais du coup en tant que pilote du navire. Et 2005-2006, c'est les débuts du stand-up, c'est donc une nouvelle opportunité. Et habitant Marseille, on rencontrait pas des vagues géantes tous les jours, et du coup le stand-up était pour moi une évidence, quoi. Donc moi j'ai toujours surfé en longboard, donc les grosses planches m'ont jamais fait peur. J'ai toujours navigué en planche à voile à un niveau correct. Donc du coup emmener des gros volumes et surfer avec une planche de 100 litres, c'est juste normal en fait. Alors que pour un surfeur à l'époque, 30-35 litres c'était déjà un truc énorme. Concevoir des stand-up qui étaient capables de tourner et d'être efficaces, d'être performants, c'était assez simple. En 2007, on a une gamme je crois que c'était 15 planches au catalogue, quand on est encore la seule marque produite en série dans le monde. Moi, j'avais pris le parti de me dire que c'était un sport qui était accessible au plus grand nombre. Alors à l'époque, on m'a dit le stand-up c'est comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. C'est pas la vision que j'en avais. je me trouvais un petit peu plus élégant que ça, même si en photo c'était pas toujours le cas. Mais non, je trouvais qu'au contraire, il y avait une vraie noblesse dans la tradition polynésienne de la pagaie, du travail de la pagaie, du rapport à l'eau, qui était un rapport constant et pas un rapport seulement les jours où il y a des vagues. Et c'était ça la magie du stand-up, c'était qu'on pouvait faire une traversée et en même temps surfer des petites vagues ou des vagues un peu plus grosses. Il y avait qu'à voir les performances de Laird Hamilton ou de Dave Kalama dans des vagues phénoménal à faire ce que moi je fais dans 30 cm, ils le font dans 3 mètres. Donc il y a une magie autour de ce sport qui me semblait assez éloignée du crapaud sur la boîte d'allumettes. Donc j'ai défendu cette vision de partager ce sport avec le plus grand nombre, en les produisant en série, déjà pour commencer, du coup en ayant des coûts d'acquisition pour le pratiquant qui soient acceptables. On était autour de 1 200 € une planche avec une pagaie, ça restait acceptable. 2008, on met fin à l'aventure H2O. Je récupère
la marque Gong qui faisait à peu près 5000 unités par an à cette période. Et donc, je vais monter mon atelier en Corse auprès de ma femme et mon fils qui avait 3 ans, pour simplement sortir de la posture direction générale d'un gros groupe avec on compte en millions et revenir à une posture de je fais de mes mains, en fait, ce qui est toujours moi, je suis bricoleur de naissance, j'allais dire. Partir de rien et arriver à quelque chose, comme la planche qui est derrière toi, c'est hyper gratifiant. Que ce soit réussi ou pas d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est plus le chemin que l'arrivée. Donc en 2008, je fais ça. 2009, 2010, je commence à refaire de la série. Après quelques péripéties, je crois qu'en 2009, je fais 39 000 € de chiffre d'affaires. Pas mal. 20 millions, 39 000. Mais moi, ça m'allait très bien. Moi, j'étais très content de ce que je faisais. Voilà, je surfais tous les jours pour répondre à ta question partiellement de tout à l'heure, pourquoi je fais ça. Puis après, ça s'emballe. 2012, je crois que j'avais compté, il devait y avoir 400 marques de stand-up sur le marché, et aujourd'hui, je compte même plus. 2012, tu fais quoi comme chiffre à peu près ? Ça doit être dans les 300 000 €. Nos chiffres sont publiés. Très bien. Vous pouvez tous les consulter. On ne fait pas de cachotterie, c'est vraiment pas un truc tabou du tout. La bascule se fait quand même quand, en 2009, je décide de vendre uniquement en vente directe. Finalement, j'avais observé, j'ai commencé à bosser en shop du coup en 89. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai observé une forme de distorsion du discours parce que tout simplement, pour resituer les choses, dans les années 80, les statistiques disent que on pratique 1 à 2 sports de manière courante, en France en tout cas, et aujourd'hui on est à une 12aine sur une année de pratique. Donc on a un changement de paradigme qui est complet, ou en tout cas on le constate au quotidien, c'est que si tu vas dans le même surf shop que celui dont on parlait tout à l'heure, dans les années 80, ils vendaient 99% de planches à voile, quelques planches de surf. Aujourd'hui, il est obligé de vendre 15 rayons différents pour faire des chiffres d'affaires comparables. Donc ça veut dire que le gars qui est au comptoir, il doit être spécialiste de 15 activités différentes. Très franchement, c'est compliqué. Ma démarche n'était pas du tout une démarche de low cost ou de casser les prix, de casser le marché. Ma démarche, c'était une démarche de dire j'ai envie de parler aux gens qui vont se servir de ce que je fabrique avec mes mains, avec ma tête, avec ma passion. C'était ça ma démarche. Et du coup, à un moment, je me suis retrouvé face au tableau Excel et je me suis dit mais attends, les trucs qu'on vend 1 200 €, il y a une marge de 35% pour un distributeur et une marge de 40% pour un shop qui sont inclus dans... Donc, qu'est-ce que j'en fais de cette marge ? Je vends moins de planches, je me régale et je vais à la plage ? Ou je vends peut-être plus de planches en baissant les prix, en enlevant ces marges-là, et puis je peux me regarder dans la glace parce que je n'ai pas fait ce travail. Je ne mets pas en cause ceux qui font ce travail et qui ont beaucoup de mérite de le faire parce que je l'ai fait pendant 25 ans de ma vie. En tout cas, moi, dans cette posture-là, je ne me voyais pas prendre ces marges qui étaient indues. Donc du coup, la planche, je la mets à 650 €. Et puis... C'est vraiment une question rhétorique, mais ça n'a pas dû faire kiffer tout le monde. Évidemment, les marques qui sont arrivées, qui ont attaqué le marché en distribution directe, il y a eu Gong en France, il y a eu Best dans les kites. Tu t'es pas fait que des copains là quand tu fais ça. Il me semble que Best avait une distribution par pays. Ah, avec un importateur ? Ouais, il me semble. Je sais pas. En tout cas, les réseaux à l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les moyens sur le web de se distribuer n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui sont pas ceux de quand j'ai commencé en 2009. Moi, le premier truc qu'on m'a dit, c'est de toute façon, tout le monde était sûr que j'allais me planter, parce que de toute façon, les gens ont besoin de toucher le matériel, ils ont besoin de le voir. Ouais, ok, je veux bien, mais je vous mets au défi d'aller dans un magasin lambda et d'avoir le matériel, d'aller dans les magasins que je gérais moi en tout cas, et d'avoir toutes les collections de, je sais pas, en windsurf, j'avais, je sais pas, 17 marques, tout produit confondu, d'avoir tous les produits, toutes ces marques. Bah non, en fait, vous vendez sur catalogue parce qu'il n'y a pas le choix. Toucher le produit, non, c'est pas forcément possible, donc du coup, j'ai pas de désavantage à vendre en direct. J'ai la possibilité de dire exactement ce que j'ai fait de mon produit au gars qui va l'utiliser. Après, ça lui plaît pas, c'est pas à moi d'en décider. Mais moi, en tout cas, je lui dis pourquoi je l'ai fait, pour quelles conditions, dans quelle technologie. Et je suis parfaitement transparent sur tout ce que j'ai à dire et je passe mon temps à l'expliquer tout simplement. La démarche était celle-ci et du coup, effectivement, je me suis fait énormément d'amis. Mais je travaille pas pour mes concurrents, je travaille pour mes clients et
Globalement, j'ai un petit peu la sensation de travailler pour ma passion, en ce sens que j'estime qu'en ces 20 dernières années, j'ai mis beaucoup de monde dans l'eau. Pour revenir à l'étymologie de Gong, Gong c'est l'acronyme de Galaxy of New Generations, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais l'expliciter quand même, c'est qu'on est la nouvelle génération, en tout cas d'entrepreneurs, une nouvelle génération à l'initiative. Il y a plein de façons de faire des produits, de faire du business. Moi, faire du business avec un réseau, j'ai plus envie de faire ça, avec un réseau de distribution, avec des intermédiaires, faire du B2B, comme on dit, ça me passionne plus. Moi, j'ai envie de faire du B2C parce que j'ai envie de donner du plaisir aux gens et j'ai envie de me servir en retour de leur plaisir pour me motiver à avancer. Tu vois, maintenant, c'est très bien vu de disrupter un marché. Enfin, en tout cas, c'est pas que c'est très bien vu, c'est que c'est la loi. C'est accepté. Il y a 10 ans, t'es arrivé, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans le business qui se sont dit, il fait chier le gars, il pète le marché. Et qui sont venus... Et c'est la même personne qui avait peut-être envie de faire ça. Sauf que moi, je me retrouve dans un atelier en Corse. Je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux, je dois rien à personne. C'est vrai que la Corse, c'est un bon écosystème. C'est autosuffisant. Donc, je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce qui me plaît et je fais tout pour que les clients soient heureux des moments qu'ils vont vivre sur l'eau avec ce que j'ai pu faire de mes mains et de ma tête. Gong, aujourd'hui, c'est quoi en chiffre d'affaires ? Gong, aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le monde. On livre 60 pays par semaine. On est sur une trajectoire qui est très ascendante, avec des croissances à 2 chiffres. T'as combien d'employés aujourd'hui ? En saison, on est 90, en hiver, on doit être 70-80. Et c'est aujourd'hui. Parce que si je rajoute 50% dans 6 mois, c'est plus pareil. Ça fera plus de 100. Ouais. Et t'es le seul actionnaire ? Je suis le seul actionnaire, pour une raison extrêmement simple, c'est ce que je faisais en Corse. Voilà, je veux être tout seul et être libre de... Si j'ai envie de me craquer 25 000 euros dans un moule d'un truc qui va n'intéresser que moi, je ne demande à personne. Et c'est pour ça qu'on a avancé. On peut passer des heures à discuter de ça, mais si on revient au lancement du foil, à l'époque où je lance des foils en série, un foil, ça vaut 1500, entre 1500 et 2500 euros sur le marché, et moi je dis je veux sortir un foil à 300 euros. Donc forcément, c'est regarder avec des grands yeux. Et du coup, c'est même regarder avec des grands yeux dans les usines en Asie. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends un gars qui est bon dans une usine. Je lui dis, écoute Coco, on va faire ça ensemble. Je te donne un carnet de commandes et dans 2 ans, t'es millionnaire. Par contre, on fait comme ça. Et on avance de cette manière-là. Et ce gars-là fait un super boulot. On bosse vraiment bien ensemble. Et on sort des foils à 300 euros. Ça part d'une envie de dire, non, le foil n'est pas qu'un produit élitiste. Non, ça peut aussi être un produit hyper facile pour monsieur tout le monde. Quand je dis que je veux faire un foil à 300 euros, si j'avais un actionnaire avec moi ou un investisseur, c'est juste impossible. Il m'aurait pris pour un fou, il m'aurait dit non, c'est pas sérieux, c'est pas prudent, c'est pas rentable, c'est pas ci, c'est pas ça, parce que pour gagner la même chose sur un foil à 300 que sur un foil à 3000, il va falloir en vendre à peu près 10 fois plus, et ça paraissait impossible. Sauf que, ayant les coups des franges sur toutes les décisions, je fais ce que je veux, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur les réseaux, je pose des questions aux gens, j'écoute ce qu'ils disent, et puis je mets exactement ce dont ils ont besoin en face, selon ma vision, selon ce que je pense moi de ce qui est bon pour les gens. Ça met des milliers de gens sur l'eau. Aujourd'hui, sans faire de confidence, mais on est à plus de 8 ou 9 millions rien que sur les foils. En vendant des foils à 300 euros, ça divise le nombre de personnes qui chaque année se mettent sur l'eau à voler. Parce que c'est ça qu'on vend aux gens. On vend pas 300 euros, on vend du vol sur l'eau. Je lisais sur votre site Welcome to Jungle, ça m'a beaucoup amusé, mais ayant dépassé les 20 millions de CA, Gong est encore loin d'accomplir son potentiel. Dès lors, tout est possible, le meilleur comme le pire. Moi, avec 700 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais le plus heureux du monde. Pour la petite histoire, je m'étais juré de jamais monter une boîte. Ensuite, je m'étais juré de jamais avoir de salariés, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait exactement tout ce que j'avais juré de pas faire. Mes salariés m'appellent Monsieur 360, d'ailleurs, pour info. J'ai un avis variable sur les choses, et heureusement. J'écoute et je fais en fonction de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a en plus, entre 700 000 euros de chiffre d'affaires et 25 millions de chiffre d'affaires, c'est des gens dans l'eau en plus, c'est des salaires en plus, c'est des impôts payés en France et uniquement en France. C'est plus pour les autres que pour moi, évidemment. Tout se passe bien pour moi et tout va bien. Mais du coup, le potentiel, il est à la fois de se dire qu'on peut se planter demain parce que la vie d'une société, c'est de se planter tôt ou tard. Et ensuite, un marché qui pèse plusieurs milliards en Europe ou dans le monde sur différentes activités nous est ouvert. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller faire ci ou ça ? La seule limite que nous, on se fixe, c'est la compétence.
Si je me sens parfaitement compétent et légitime dans quelque chose, j'irai. La question, c'est juste quand. La détermination est totale. Et ce qui est assez marrant, c'est que je le ferai pas pour moi. Je le ferai pour moi pour quasiment un acte libérateur de créer ce que j'ai dans la tête. Mais au-delà de ça, j'irai pas pour 25 millions, pour 250 millions. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le nombre de personnes qui s'amusent. Et quand je dis s'amuser, mon fils s'amuse à être champion du monde. Mes copains s'amusent à débuter la wing. C'est ça qui m'intéresse. C'est de partager avec le plus grand nombre de personnes. Quand j'étais petit, j'avais un rêve qui était récurrent en fait. Mais mon rêve était d'être capable de créer une sorte de parc d'attractions dans lequel je pourrais partager avec tous mes copains, ma famille, tout ça. Parce que j'avais une enfance où j'étais particulièrement seul dans la nature, dans la campagne. Ça a plein de bons côtés, mais ça n'a pas le côté d'avoir beaucoup de gens autour de soi. Donc j'avais toujours ce rêve-là, et finalement je me demande si dans ce que je fais, c'est pas ça que je réalise. Ton surnom, l'ours, il vient d'où ? Tu te l'es donné ou c'est les gens autour de toi qui te le donnent ? C'est des origines multiples. C'était le surnom de mon grand-père qui était routier, et c'est aussi le surnom qu'on m'a donné naturellement sur les compètes de planche à voile, puisque j'étais quelqu'un de très loquace et très à l'aise en public, et très à l'aise avec l'échec aussi. Donc. Et c'est rigolo parce que tu vois, d'un côté, t'as un entrepreneur, un développeur, t'as une entreprise de 90 personnes, c'est-à-dire que t'as quand même réussi à embarquer 90 personnes dans ton projet. Et en même temps, tu le dis, t'es le seul actionnaire, tu veux décider tout seul. Comment tu fais pour embarquer les gens avec toi ? Il y a une règle dans cette société, c'est que j'embauche que des gens plus forts que moi. Chacun dans son domaine. J'ai des meilleurs ponceurs que je ne serai jamais ponceur, j'ai des meilleures personnes au marketing que je ne serai jamais au marketing. Et c'est ça la règle. J'ai fait tous les métiers de cette société puisque j'étais seul. J'embauche des gens qui sont 2 fois plus forts que moi, donc je ne décide pas de tout. Moi, mon seul boulot, il est d'être garant de l'ADN de Gong et de garantir à mes consommateurs que Gong ne change pas. Pour en finir avec mon histoire personnelle, moi, mes parents sont ouvriers, et mon objectif est de permettre à cette catégorie de personnes, si on peut parler comme ça, ce qui est assez maladroit, mais dont je fais partie, de pouvoir accéder à ces sports-là librement, avec du matériel de qualité, et que ce soit pas une ruine absolue d'être obligé de manger des pâtes à longueur de temps. Et c'est ça que je dois garantir aux gens. J'empêche pas les riches d'acheter du Gong, pas du tout, mais en tout cas, mon rôle auprès de mes salariés n'est pas de décider de tout, il est de dire on va plutôt par là ou plutôt par ici, et c'est à eux de m'apporter des projets qui sont innovants et qui sont déterminants, et c'est à eux de, comment dirais-je, s'approprier l'ADN de la marque, s'approprier mon rôle, parce que déjà je serai pas éternel, donc il peut m'arriver n'importe quoi, surtout avec les sports que je fais, et du coup c'est très important de partager la décision, le pilotage de la société et les envies. Un exemple, notre discussion est assez décousue, mais pas du tout. Mais par exemple, tu vois, sur le domaine du restaurant, j'ai pas un profil de restaurateur né. Ah bah là, du coup, ça va être décousu. Là, vraiment, ouais. Le siège social où on est, il y a un super restaurant qui sert sans couvert, qui cartonne. Il faut réserver. C'est pire que dans les restos les plus privés à Paris. Mais on mange bien, il n'y a rien de surgelé. Et encore une fois, on fait tout nous-mêmes et c'est une grande fierté. Eh bien, j'ai décidé de pas ouvrir le soir parce que je veux que les gens qui travaillent dans cet établissement aient une vie sympa et soient maîtres de la manœuvre. S'ils veulent demain ouvrir plus tard, c'est eux qui décideront. Je suis pas l'impératrice du lieu. C'était ça que je voulais préciser. Alors, à ton avis, pourquoi les gens ils ont envie de te rejoindre et de bosser avec toi ? Parce que c'est une véritable aventure, tout simplement. C'est un pari, c'est une aventure, c'est prendre le contre-pied de quelque chose, c'est Galaxy of New Generations, quoi. C'est ça, c'est moyenne d'âge 28 ans dans la société, tout type de profil. Il y a des gens avec des parcours absolument brillants, il y a des gens avec des parcours plus cabossés, comme a pu être le mien, qui se révèlent dans un univers où ils ont le droit de faire de leurs rêves une réalité, en fait. Un exemple tout bête, mais quand je dis à mes salariés, vous avez l'intégralité du matériel que vous voulez, gratuit, à volonté, à longueur d'année, c'est un peu motivant quand même. C'est motivant. Je pense qu'au moins si c'est toi qui fais le matos, si c'est toi qui le vends, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu aimes. Et puis t'as intérêt que ça marche parce que sinon t'es le premier déçu. Donc il y a un truc qui m'a surpris, pareil, en préparant l'interview. Pour moi, Gong, c'est une marque qui venait du kite et du sup, mais toi, tu l'as dit, en fait, tu viens du surf, du longboard. Ce qui me marque néanmoins, c'est que dans la communication, tu insistes beaucoup, toi, sur la culture surf de la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la culture surf ? Écoute, ça veut tout rien dire. Je pense que c'est une histoire d'origine, tu vois. Tous nos sports viennent de là. Le surf, c'est l'action
rider une onde qui, in fine, déferlera. Ça recouvre un petit peu tout. Donc, quand je parle de surf, ça peut être du downwind sur une Crusader, ça peut être de la wing en free fly, ça peut être... Mais l'essence de tout ça, c'est de surfer, c'est de se faire emporter par une vague et de plus forcément la subir. Je ne sais pas si tu te souviens la première fois où c'était arrivé. Moi, je m'en souviens comme si c'était il y a 5 minutes. C'était sur une planche en mousse avec les deux channels et les 3 espèces de quills là en dessous. J'avais le ventre complètement cramé. Je devais avoir 8 ou 9 ans et c'était devant là où j'habite aujourd'hui. J'ai descendu une pauvre petite vague de 20 cm et j'étais le gamin le plus heureux du monde. Ça ne m'a jamais quitté. Alors toi, sur ta fiche de poste, c'est DG et shaper. Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que tu fais plein de jobs et tout ça, mais tu as gardé cette notion de shaper ? J'ai deux passions dans ma vie. La première, je pense que ma première passion, c'est les animaux. Et ma deuxième passion, c'est de faire les choses. Moi, je viens d'un monde paysan et d'un monde où on fait les choses, en fait. Notre magasin, on l'a fait de nos mains. Et moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est tous mes salariés qui ont fait tout le mobilier, toute la présentation de leurs propres mains, avec un travail qui est vraiment léché, qui est de qualité, et avec leur tripes. Et c'est ces deux choses-là, moi, qui me guident dans ce que je fais. C'est faire de mes mains et puis essayer d'être plus proche de la nature. Donc, DG ou je sais pas quoi, il faut bien l'être. Parce qu'il faut un chef dans une entité comme celle-ci, a priori. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça marche. Et puis, faire les choses avec ses mains, c'est un moment de relax, en fait, pour moi. Un truc que les gens trouvent détestable, mais que moi j'adore, c'est aller dans les usines. Encore une fois, quand je m'endors, je rêve de chaînes d'assemblage, quoi. Moi, c'est ça je trouve ça magique. Et pourtant, je suis un passionné de la nature, mais je trouve que ce qu'on arrive à faire, à automatiser, et aujourd'hui, nous, on est en train de le faire sur des outils digitaux, sur des choses très techniques, parce que Gong, c'est loin d'être une boîte d'artisanat simplement. Il y a de l'artisanat, mais pas que. J'ai passé des années et des années à faire des planches avec un rabot. S'il faut que j'en fasse une demain, je la fais, et avec une tolérance au mille. Donc, normalement, ça doit bien se passer. Ce qui se passe, c'est quand on fait une planche comme ça, pour la faire correctement, avec des tolérances qui soient acceptables, pour que vous livriez la même planche à monsieur X et à monsieur Y, ça suppose que vous passiez 3 heures par planche. Avec une commande numérique qui va être votre main pendant les premières étapes pour garantir une symétrie, un rocker, et ainsi de suite. On passe de 3 heures de boulot à 10 minutes. Ça dépend du type de planche, mais en gros c'est ça. Donc sans même parler de rentabilité, de coût horaire et de choses comme ça, on parle de reproductibilité. Ça me semble être beaucoup plus important dans la façon d'aborder une CNC et des outils de travail. Donc j'ai plaisir à travailler avec mes mains, mais pas simplement mes mains. Mes mains, c'est le bout de ma tête, hein. C'est pas autre chose, hein. C'est donc une mise en action de mes idées, de mes rêves, des formes. C'est très sensuel comme métier. Donc je design 100% des produits que l'on met sur le site internet et 100% des 90% qui seront pas sur le site internet parce qu'on pour faire une gamme de 5 wings, on en essaie plus de 200 par an et on fait des systèmes d'essai-erreur, on traite les choses en data, on construit des bases de données, on essaie de créer des règles de fonctionnement en disant voilà, ça marche pas, ça marche, ça influe sur ça influe sur ci, et ça c'est passionnant. Je trouve qu'il y a un truc qui est très clair dans ton discours, dans le projet de création de Gong, que moi j'avais pas perçu, je sais pas si les gens qui vous connaissent un peu l'ont perçu, c'est que l'objectif, tu l'as dit, hein, c'était pas de couper les coûts. C'était pas de faire du low cost. Pas du tout. Moi, je suis client chez toi, j'ai reçu différents mails de Gong et des fois, il y a une baseline qui apparaît, c'est we sell direct, you save money. On vend sans distributeur, ça coûte moins cher. Et ça, c'est un message qui revient souvent. Et en même temps, tu vois, quand je parle avec toi, quand on a fait ce premier rendez-vous pour préparer l'interview, tu m'avais dit un truc qui m'avait vachement marqué. Tu m'as dit, moi, Gong, la proposition de valeur, c'est à 2 heures cet après-midi et quelles que soient les conditions, on va te permettre de rider. Et je trouve que tu vois, c'est une opposition qu'il y a. Et moi, je suis beaucoup plus acheteur de la deuxième proposition de valeur que de la première, quoi, tu vois. Je voulais te faire réagir par rapport à ce petit paradoxe. La phrase récurrente de ma femme, c'est que j'ai pas à me justifier, donc et c'est ce que je fais beaucoup trop. Donc le fait de se justifier sur le tarif, il y a quand même une raison à ça, c'est qu'à un moment, quand tu rentres dans un marché, quand même dire aux gens pourquoi tu es là et quelles sont tes valeurs. Le We Sell Direct, You Save Money, c'est pour moi une façon de dire que
vous mettez de l'argent dans ce qui vous sert, en fait. C'est pas une façon de dire on est moins cher, on est low cost, c'est pas du tout ce côté-là. Donc je comprends que ça puisse être interprété autrement, parce qu'un prix bas, c'est forcément quelque chose qui est douteux. C'est pour ça que notre trajectoire, c'est une courbe. On fait pas un coup, on fait pas on prend de l'argent aux gens et on disparaît. C'est pas du tout ça, notre fonctionnement. C'est d'avancer étape par étape, de convaincre une personne, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Pour ça, il y a qu'une seule chose qui peut fonctionner, c'est la qualité du travail qu'on fournit. Expliquer que le prix bas n'est pas du low cost, bonne chance. Moi, ça m'a pris 15 ans. Ce sont que des petites démonstrations du quotidien, une qualité de service après-vente qui est, si possible, irréprochable, avec une règle d'or qui est l'empathie, en fait, qui est de dire, quand il y a un gars qui a pas ses vis à l'autre bout du monde, on lui envoie un jeu de vis pour qu'il gâche pas ses vacances et on s'en fout qu'il nous paye 7 balles. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que le gars, il s'éclate, en fait, quoi. Donc, ouais, ça a été très, très long de pouvoir faire entendre que notre positionnement, qui est de vouloir parler avec les gens en direct, n'est pas une volonté de baisser les prix. Mes pairs dans la profession l'ont pris comme ça. Mais ce que je veux rappeler, c'est que c'est une conséquence. Le prix est une conséquence d'un choix de relation. C'est pas l'inverse. J'ai pas fait des trucs pas chers pour attirer les gens. J'ai fait des produits du mieux que je puisse les faire et je les ai distribués aux gens en 1 pour 1, en direct, en parlant avec les gens. Et en voulant que ce soit accessible. C'est marrant parce qu'à un moment dans ma vie, je me suis dit qu'il y a eu un espèce de moment clé où, après avoir quitté le groupe H2O, je me suis licencié un 18 juin 2008, l'appel du 18 juin. Je me suis senti bien seul, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, j'avais licencié David le même jour, qui était mon premier salarié chez Gong. À ce moment-là, si tu veux, tout semble compliqué. J'ai pas d'argent pour remonter une boîte. Gong, je l'ai remonté avec les 10 000 euros que j'ai eu de prime de licenciement à ce moment-là. Avec 10 000 euros dans ce métier-là, tu fais pas grand-chose, mais j'avais pas le choix. Et puis à un moment, les choses se sont faites de manière presque automatique jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, toute ma vie m'a amené là, et tout ce que j'ai pu faire qui était totalement décousu, à un moment, ça amène à une situation où tout roule, quoi. Tout est compliqué, ok, mais en fait, il y a une solution face à chaque problème. Et du coup, c'est facile, entre guillemets, c'est facile. On est en vente directe, on s'occupe pas de ce que font les autres, ça m'intéresse pas, on s'occupe déjà de nos clients, puis de nous-mêmes. Cette histoire de prix, finalement, c'est la conséquence de plein de choses, mais c'est pas une volonté, donc il n'y a pas de plan d'attaque, de marché, de machin, de trucs. Non, c'est juste ma trajectoire fait que personnellement, j'en suis rendu là, j'ai fait 25 ans dans des réseaux de distribution traditionnelle. J'en suis arrivé un petit peu au bout à titre personnel. J'ai envie de faire autre chose. Ça se combine comme ça se combine. Et les choses se font naturellement. J'ai l'impression d'être vraiment fait pour ça, en fait. Arriver vers 35-40 ans, là, j'ai eu cette sensation. C'est peut-être totalement factice et mégalomane, hein, mais j'en ai conscience, mais il se trouve que ça fonctionne, et ça fonctionne d'autant mieux que quand tu fais tous les jobs de ta boîte, c'est-à-dire que tu dors maximum 5 heures par nuit et tu réponds à tout le monde en permanence dans le plus bref délai possible. T'emballes les planches, tu chèpes les planches, tu vas aller acheter des trucs, tu te trompes de cartouche sur ton masque, tu fais une hépatite et tu restes 3 semaines complètement en vrac parce que tu t'es intoxiqué toi-même. Enfin, des trucs un peu rigolos, quoi. À la fin, tu te dis, en fait, tout ça, c'est fait pour matcher, en fait. Et tout ça, c'est juste ma vie normale. Alors quand tu me demandes au début de l'interview quel est l'avenir de Gong, vers où, en fait, je me dis que ça ira là où ça doit aller. Quand tu me demandes si je dors bien la nuit, ouais, en fait, c'est même pas un sujet. Alors ça, je te l'ai pas demandé pour l'interview, je te l'ai demandé au déjeuner, ouais, quand on était ensemble, parce que effectivement, c'est assez impressionnant. Hein. C'est une croissance très forte. Je vais revenir sur le shop là, que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'aimerais bien que tu reviennes dessus, mais c'est impressionnant. L'aventure, elle est impressionnante. Et moi, je me demandais si tu dormais bien la nuit, quoi, parce que c'est 90 employés, du stock. Non, pas un seul moment. Non, zéro. Le seul truc qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit, c'est de rendre des gens malheureux. Je fais pas ça. Je fais tout pour qu'ils soient heureux. Donc s'ils ne le sont pas, j'ai plus les moyens de faire autrement. En tout cas, j'ai tout fait ce que je peux. T'as fait ton max. Après, on a atteint une dimension qui permet aussi d'avoir une certaine sérénité, même si tout peut changer demain. On est quand même aujourd'hui dans un contexte qui est a priori inédit.
économiquement, macro, micro, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, Ouais, c'est l'enfer sur Terre aujourd'hui. Enfin, quand même, j'ai l'impression. Il y a des opportunités, certes. Enfin, je ne fais pas partie des gens qui font leur beurre sur le dos de ceux qui vont pas bien. Donc, non. Moi, je dors bien la nuit parce que je fais ce qui me plaît, parce que j'estime que, de toute façon, quand je faisais 39 000 euros de chiffre d'affaires en Corse, demain, je fais pareil et je ne serai pas plus malheureux. Bien au contraire. Moi, ça me va très bien. Parce que tout ce que je fais, je le fais pour les autres. Je le fais d'abord pour mes utilisateurs. Je préfère dire utilisateurs que clients. Et puis, je le fais aussi, évidemment, pour mes salariés. Mais là encore, j'ai l'impression que ces deux catégories de personnes font beaucoup plus pour moi que je ne fais pour eux. Moi, j'ai fait quoi ? J'ai mis à disposition de ces gens-là des outils, en fait, des outils pour s'amuser, des outils pour gagner leur vie, des outils pour construire du plaisir chez les uns, chez les autres. Et ça peut pas s'évaporer du jour au lendemain. Donc, on a le vent en poupe, on a évidemment des relations. J'ai pas à batailler avec un actionnariat, j'ai pas à me prendre la tête avec une optimisation fiscale, j'ai rien, je fais tout dans les clous au millimètre et du coup, je dors bien. T'as des banquiers quand même. J'ai des banquiers qui sont franchement adorables. Oh, dis donc. Donc, oui, mais je suis Attention, désolé. on va mettre un peu une love in the air. Mais non, je suis désolé. J'ai des anecdotes incroyables sur les banquiers. Quand un de mes premiers banquiers... Alors, pour info, j'ai fait 17 banques. Quand j'ai créé la boîte, les 17 m'ont dit non. Donc, j'ai une relation à l'investissement bancaire toute particulière. Sortant d'une boîte qui faisait 20 millions et machin, j'avais quand même un peu un CV, quoi. Eh ben non, zéro. Donc, je me suis débrouillé avec mes 10 000 euros. Et là, quand tout à l'heure, on parle de pourquoi j'ai fait ça et pourquoi comme ci, pourquoi en direct, j'avais pas le choix de faire en direct. Je ne pouvais pas livrer un magasin qui allait me payer dans 60 jours. C'était impossible. J'avais 10 000 euros. Avec 10 000 euros, vous faites quoi ? C'est impossible. Moi, je ne pouvais livrer que des particuliers qui allaient me payer en carte bancaire et cet argent-là, j'allais le réinvestir dans un autre batch de prod et ainsi de suite. J'avais pas de choix, en fait. Donc, tout s'est fait hyper naturellement et contre personne. Ça s'est fait parce que, c'est comme ça que ça devait se faire. Point. Alors, l'anecdote avec le banquier. Et l'anecdote avec le banquier, c'est que le premier qui croit dans mon truc, il transmet le dossier au suivant 5 ans après et je suis son dernier rendez-vous de passation de pouvoir. Et donc, le nouveau, quelques années après, me dit, c'est que quand il s'est garé devant chez toi, il m'a dit, tu vas voir ce gars-là, c'est mon plus beau pari. Des banquiers qui font des paris, j'en connais pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Et c'est assez intéressant, j'allais sur les banquiers et volontairement je disais que je voulais qu'on vienne sur le lieu, c'est que donc là je le disais, on est dans ce nouveau lieu qui héberge à la fois un des plus gros magasins d'Europe de glisse, tes bureaux, un entrepôt de distribution, des ateliers de shape et de réparation. Tu m'as fait la visite, c'est juste hyper impressionnant. Un tel lieu, c'est aussi des investissements. Est-ce que tu peux revenir sur ce lieu ? Et puis, je pense aussi qu'un des grands changements, c'est que tu t'es construit sur la vente en direct. Là, quand on vient dans le shop, il y a quand même un paquet de matos exposé. Est-ce que c'est un peu un changement de mode de fonctionnement pour toi ? Non, parce que je suis toujours en direct. Donc, je dis tout le temps aux gens que mon shop, il est dans leur poche. Mais ce qui est la vérité, normalement, vous avez un smartphone... Et donc mon magasin est dans votre poche. La solution la plus simple, c'était de dire je fais une boîte en métal et j'ai fait des expéditions dans le monde entier, je me gave et puis je m'achète une île au soleil et puis yallah, quoi, tout va. J'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Moi, ce qui me fait marrer en faisant un lieu comme ça, c'est que quand tu t'es baladé là, tu as vu tous les métiers de notre profession. Sans exception, il n'y en a pas un que tu n'as pas vu. Tu as vu tous les métiers. On a du R&D, des mecs qui gèrent de l'impression de 3D, une boîte de com, j'ai pas tous les listés. Le service après-vente qui n'est pas outsourcé. Ouais, tout est là. Donc, n'importe qui vient ici peut voir ça. Et c'est tout l'intérêt de la relation. Quand on parle de relation directe, c'est aussi une relation dans laquelle on ne se cache pas. On n'a pas d'intermédiaire, mais on n'a pas il n'y a pas de paravent, il n'y a pas de frontière entre quelqu'un qui n'est pas content et moi. On traite en direct. Du coup, ça aurait été très confortable d'investir. Là, j'ai investi 10 millions d'euros à titre personnel dans ce bâtiment. Voilà, c'est hyper clair. Et il y a 800 000 euros de déco. C'est hyper clair. J'ai rien à cacher parce que ça, je l'ai fait pour les gens. Et évidemment, j'en serai le bénéficiaire à terme. Mais encore faut-il qu'on aille au bout du remboursement vis-à-vis
messieurs les banquiers. Mais le projet aurait pu être d'investir 2 millions d'euros dans une boîte en métal, je ne sais pas, à Orléans, qui est un grand centre logistique, de desservir l'intégralité de la France, ou de se baser à côté de Lisbonne, à un endroit où la main-d'œuvre coûte moins cher. J'avais plein de solutions pour pas faire ça. Et des solutions qui m'auraient rendu beaucoup plus riche. Mais ça m'intéresse pas, je m'en contrefiche. Ça, c'est pas mon délire. Encore une fois, avec 700 000 euros, je vis comme un roi. 700 000 euros de chiffre d'affaires, hein, on est bien d'accord. Je vis comme un roi. Moi, mon seul intérêt dans la vie, c'est d'aller dans l'eau avec mon fils et de rentrer, de manger des pâtes. Ça me va très bien. Le reste ne m'intéresse pas. J'ai aucune passion pour des trucs de prestige ou de quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas. J'ai aucune vie en dehors de ce que je fais. Ouais, mais ça j'achète. Mais ça, c'est pas ce que tu racontes à tes banquiers. À qui justement, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on a une bonne relation, c'est que déjà ce que je leur raconte, c'est la vérité. Donc j'enjolive pas les choses, j'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, la relation que j'ai avec eux, elle est vraie. Et j'ai aussi une relation un peu magique avec ces gens-là, en ce sens que je vends pas des mètres de tuyaux PVC, quoi. Moi, les banquiers, ils viennent me voir le vendredi soir parce que c'est fun, en fait. Et maintenant que j'ai un restaurant où on mange super bien, c'est juste super cool. C'est facile de faire comprendre à des gens qui ont plein de sociétés à visiter dans une semaine que la vôtre, elle est fun et que ça va bien se passer, en fait. Parce que vous n'avez rien à cacher, en fait. Donc non, j'ai une bonne relation avec ces gens-là et ils m'ont toujours suivi. Alors ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'ils me suivent après coup. Parce que quand je monte ce projet de bâtiment, on fait 3 millions de chiffre d'affaires. 3 millions de chiffre d'affaires, tu imagines bien que pour monter un bâtiment à 10 millions, sans apport, je précise, c'est pas possible. Donc, on monte un projet à 3 millions, ce qui est déjà ambitieux. Et puis, le projet met 4 ans à se faire à cause de Covid et compagnie. Et puis, de 6 mois en 6 mois, il est trop petit, on ajoute ça. Et puis, ça arrive à ce que c'est aujourd'hui. C'est juste génial. Quand tu dis qu'on fait 25 millions de chiffre d'affaires, je pense que sur une année pleine, on fait 3 millions dans ce lieu, face aux gens. Et pour autant, ce qui est absolument dingue, c'est qu'on n'a pas de relation d'argent avec les gens. Enfin, j'ai pas cette sensation. Eux l'ont peut-être. Hein. Mais moi, j'ai pas cette sensation. On voyait les gens avant dans notre ancien magasin à La Baule. Un mois d'été, on faisait 100 000 euros de chiffre. Donc là, au mois de juillet, fin juillet, on déménage dans ce nouveau bâtiment, ce qui veut dire que la rupture se fait en pleine saison, truc totalement suicidaire. Tout le mois de juillet, j'ai 40 salariés, employés qui sont dans les bureaux, qui sont en train de faire le mobilier au lieu de gérer du marketing, de la com, des posts sur Instagram et des machins et des trucs que j'affectionne particulièrement. On fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'ancien magasin. Août, on fait 660 000 euros dans ce magasin-là. Donc le lieu est forcément ultra attractif parce que c'est une expérience. Et pour en revenir à l'histoire de la relation d'argent, dans l'ancien magasin, donc en juillet, les gens passent 20 minutes avec nous dans le shop. En août, ils passent 2 heures avec nous dans le shop. En moyenne, c'est une moyenne. Donc il y a des gens qui passent 6 heures dans le shop. J'ai des gens qui viennent pour la journée de Montpellier. J'ai tout le mois d'août, j'ai tout le temps 1 ou 2 Suisses qui sont en train de se promener dans le magasin. J'ai des gens d'Allemagne, j'ai des gens des Pays-Bas. Et du coup, ça fait un espèce de mélange là-dedans, où les gens discutent, tiens, ouais, moi je navigue à tel endroit, j'ai tel matos, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, ça devient un lieu de partage au sens... c'est un mot que j'utilise sans arrêt et qui va finir par être galvaudé, mais c'est un lieu de partage. Ça fait 2 heures que vous discutez, vous allez boire un café avec des gars, machin, nanana. Au bout d'un moment, oui, vous allez faire une carte bleue, oui, ok, mais vous êtes plus venu pour ça, en fait. Et ça, je trouve ça génial parce que ça change... On en revient au projet d'origine que j'ai il y a des années, 15 ans, qui est d'avoir une relation de passion avec les gens. Oui, il y a une relation d'argent, mais dans un lieu comme ça, on sort complètement de cette relation d'échange financier, produit contre finance, et on passe dans une expérience, venez chez nous vivre un super moment, et ça va super bien se passer. Et pour tous ceux qui ne viennent pas, vous pouvez vous en profiter parce que la planche que vous avez sous vos pieds, elle est... Tu sais, quand je fais visiter ce bâtiment, je dis un truc aux gens, c'est que quand j'ai fait ce truc-là, je l'ai fait pour montrer ce que j'aime et montrer ce que je suis, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est un lieu qui ment pas et qui est pas fake, quoi. On invite les gens à mieux nous connaître. Et ça se fait aussi à distance parce qu'on relaie beaucoup d'images et beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience auprès de nous vont le partager. J'ai un petit peu moins de temps ces derniers temps, mais cet été, j'ai serré la main de tous les gens serrer la main c'est interdit, mais j'ai dit bonjour à tous les gens qui étaient assis à ma table. Et on avait
des fois sans 30 couverts, parce que c'est mon plaisir de voir des gens en vrai. Et voilà, j'ai malheureusement pas tout le temps la disponibilité pour le faire. Mais ce lieu permet ça. Et du coup, au lieu de faire une boîte en métal à 3 millions d'euros, j'ai fait une boîte en végétal à un peu plus. mais voilà, c'est plutôt un endroit cool, je trouve. Ah ouais, c'est très réussi et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et c'est pas pour servir la soupe, mais c'est... En tout cas, c'est très, très cool. C'est une expérience et c'est un rêve de gamin, tu vois. Quand tu rentres là-dedans, t'as des centaines de planches partout. Je voulais un truc qui soit pas prétentieux non plus. Je voulais pas dire, voilà, j'ai le plus gros machin. Nanana. Je m'en contrefous. C'est le dernier de mes soucis. Ce que je voulais, c'est dire, voilà, kiffer le truc, quoi. Passer un bon moment et puis tout va bien se passer. Dans ton business, il y a une partie importante qui s'approvisionne en Asie, en Chine. Il y a une grosse partie de la prod qui est faite soit en Asie du Sud-Est, soit en Chine. Toi, je ne sais pas où tu es basé, tu pourras peut-être nous dire. Ce modèle de production en Asie, vente en Europe, pose des sujets, alors conjoncturels, la guerre en Ukraine, le Covid, plus structurels avec la RSE. Comment tu t'adaptes, toi ? Comment je m'adapte ? Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà combien de ta prod aujourd'hui est en Asie ? Quasiment tout et quasiment comme tout le monde. Donc, il y a ceux qui le disent et ceux qui le disent pas. Dans mes usines en Asie, j'ai des planches qui sont faites 100% made in France de certains concurrents. Donc, à un moment, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pour principe de pas juger les gens selon leur nationalité et leur origine. Donc, c'est pas qu'un principe que je le mets en action. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est que moi, je conçois 600-800 planches par an. Quand je vais dans mon usine, une de mes 5 usines de planches, pour être précis, en Asie, quand il n'y a pas le Covid, le gars qui est ma main sur place, lui, fait 4000 de mes planches de sa main par an. Est-ce que tu crois qu'il est plus fort ou moins fort que moi ? Il est 100 fois plus fort que moi pour la finir exactement comme j'ai envie qu'elle soit finie. Par contre, il est incapable de l'inventer. Donc, parce que j'ai eu beau l'emmener à la plage et laisser lui apprendre à nager, et il sait pas. Et puis, ça l'intéresse pas, il s'en fout, en fait. Donc, lui, il s'éclate, il a ses gamins, sa famille et son métier qui lui plaît. Je vais pas en Asie pour des questions de prix, parce qu'aujourd'hui, le Made in Asia coûte le même prix que si je le faisais ici. En tout cas, dans ma structure de marge, puisque quand tu as des marges de distributeur et de revendeur, tu fais une marge sur la marge précédente. Donc, c'est des cumuls un peu exponentiels qui augmentent le prix, qui gonflent le prix. Mais si nous, on faisait 100% Made in France, nos prix seraient 20 à 30% plus chers. Quand on est déjà 2 à 3 fois moins cher, à technologie comparable, c'est tout à fait acceptable. On a la capacité ici physiquement de faire 1500 planches par an, on en vend 200 par jour. Donc il y a des grands chiffres comme ça qui sont à balayer pour se rendre compte d'une réalité, c'est que il faut beaucoup de monde pour faire ce que l'on vend aux gens, ce qu'on livre aux gens. Ça, c'est 2500 personnes qui travaillent à temps plein. Ce que tu dis, je peux pas les trouver. En synthèse, c'est qu'en fait, pour toi, c'est moins un sujet de prix que de capacité à faire. Mais totalement. Et je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un sujet qui est infini, qui est très polémique, mais moi je m'entends très bien avec les gens avec qui je travaille en Asie, je m'entends très bien avec les gens avec qui je travaille en France et je livre le monde entier. Là où je vais plutôt mettre mon énergie, c'est être certain de la reproductibilité du sample que j'ai pu construire et être certain qu'on est vraiment dans des tolérances qui sont en deçà de ce que l'œil humain peut constater chez un pratiquant standard. Il y a très très peu de gens qui sont capables de voir en deçà du millimètre et on doit forcément être en deçà du millimètre de tolérance. C'est pas moi qui vais changer le sourcing dans le monde. Ce qui me plaît, moi, c'est de travailler sur la façon dont ça va être fait. Donc avant la guerre en Ukraine, on était passé à 100% de nos approvisionnements par train. Nos containers venaient par train. Ça peut paraître rien, mais par train, c'est quasiment nul en CO2. Enfin, c'est très faible en CO2 par rapport à ce qui peut passer par la mer. C'était juste incomparable. Même si par la mer, maintenant, ils ont des bateaux qui naviguent au gaz et plus au mazout, ça reste extrêmement polluant et je préfère travailler sur cette solution. Un container me coûtait 8 000 € au lieu de me coûter 2 000 €. Et je le paye de ma poche. Personne ne le paye à ma place. Je n'ai pas surfacturé mes clients parce que j'ai pris cette décision. Je n'ai pas mis de surtaxe carburant ou de trucs comme ça. C'est ma conscience et j'agis pour ma conscience. Donc, je préfère travailler sur des solutions par rapport aux choses que je peux changer moi, sur lesquelles j'ai une influence,
plutôt que de vivre dans un doux rêve. J'avais monté avec un partenaire il y a 5-6 ans une usine au Portugal. Malheureusement, ça a tourné court parce que les éléments, même la chimie, provenaient beaucoup d'Asie, et on se retrouvait à avoir des problématiques de délai et des problématiques de ne pas pouvoir avancer parce que tout venait de là. Alors la RSE semble prendre une part de plus importante sur Gong. Pareil, tu vois, j'ai traîné sur le site web. Vous en parlez plus qu'avant, semble-t-il. On est très mauvais à ce jeu-là. Ouais, mais je trouve que ça ressort. Comment ça se manifeste concrètement? Écoute, moi, je ne sais pas ce que c'est que la RSE, déjà, c'est un concept... Comment Gong s'engage pour essayer de limiter les effets du réchauffement climatique et le volume de gaz à effet de serre émis? En fait, moi, c'est ça que je fais. C'est pas des RSE, j'essaie de trouver des actes, des vraies choses. J'essaie pas de faire une panoplie à dérouler sur mon site internet de cases à cocher. On l'a fait par exemple pour le restaurant où on est certifié par Surfrider Foundation comme étant un restaurant éco-responsable, notamment vis-à-vis des océans. Où là, effectivement, il faut cocher des cases, et on cochait énormément de cases, alors toutes les cases obligatoires bien sûr, mais aussi énormément des cases optionnelles. On fait la même chose sur nos produits. On va... La première des choses est de ne pas faire des choses pour les jeter. La première des premières, à mon sens, chacun vit les choses comme il a envie de les vivre, et dans le domaine de l'écologie, les solutions sont innombrables. La première des choses, c'est de ne pas faire de jetables. Alors, sur certains sports comme le surf, c'est ancré dans la culture d'avoir des planches extrêmement jetables, entre guillemets. Puis il y a un truc quand même qui est assez cool, j'en rêve, c'est de sortir de l'eau avec la planche qui est pétée en deux. Voilà, et ça a été... si tu fais ça, t'es un dieu. Alors moi, je suis désolé, mais si je fais ça, j'ai honte et j'ai envie de me jeter par la fenêtre, mais... Je sais pas, c'est un rêve, c'est une espèce d'accomplissement machiste ou un défaut un excès de testostérone, ou je sais pas. Bon, écoute, moi c'est pas trop mon délire, pas du tout. Moi j'aime les planches que je fais, donc j'aime pas du tout les voir en deux. Quand elles sont en deux, je les répare et j'en refais qu'une à partir de 2 morceaux. Et notre stratégie de RSE, comme tu le dis, c'est de faire des planches qui durent. Tu vois au plafond dans mon shop des planches que j'ai pu faire avec Ace et avec mes mentors dans les années, donc en 96 très exactement, cette planche rouge. Je suis allé 3 fois à Hawaï avec, dans des vagues tout à fait respectables pour des Hawaïens. C'est un longboard, je l'ai encore là, elle n'a jamais été cassée en deux. Et c'est ça, les RSE pour moi. C'est aussi de créer un bâtiment qui soit quasiment neutre en consommation en basse consommation en tout cas. C'est de créer un environnement autour de ce bâtiment qui respecte la faune et la flore. C'est de ne pas imperméabiliser des sols inutilement. Donc ça veut dire dépenser beaucoup plus d'argent pour verticaliser au lieu de s'étendre, ce qui est le projet de mon prochain bâtiment, donc de monter très 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 haut, sans mettre en danger les salariés, donc qui pourraient prendre une palette qui tombe de très haut et donc mourir. Donc ça veut dire avoir tout un tas de machines qui, au lieu de coûter 15 000 euros, coûtent 70 000 euros. C'est toute une démarche globale, c'est pas simplement afficher des trucs, mais encore une fois, pour moi, c'est la première des choses, c'est qu'aucune planche ne finisse à la déchetterie. Et malheureusement, la fast fashion, ça existe dans le surf, dans le windsurf, dans tout ce qu'on veut. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que la quantité de plastique générée pour faire une fringue ou générée pour faire une planche, c'est pas la même histoire. Et on sait pas recycler ça. On ne sait pas recycler ça, et on a même des paradoxes. C'est que, par exemple, des résines époxy, soi-disant bio, on a une compatibilité avec l'humain qui fait que ça engendre des réactions allergiques qui sont surmultipliées. Donc des fois, le tout chimique n'est pas forcément moins bien pour les utilisateurs. Bref, ce qu'on veut, nous, c'est que ça dure longtemps, que ce soit réparable à l'infini. Et on en fait la démonstration dans notre atelier, puisqu'on livre 200 planches par jour. On a 0,97% de taux d'avarie dans les transports. Évidemment, on ne laisse pas les clients dans l'embarras avec ces planches cassées. On récupère ces planches, on les recycle systématiquement. On en a jeté une quinzaine dans l'espace de 15 ans, parce qu'on répare tout. Une planche qui nous aurait coûté 300 euros, si ça coûte 600 euros de la réparer, pour ensuite la mettre à vendre à moitié prix, donc encore à perte, on le fait. Point. Alors on le fait pas en plein été, on le fait en plein hiver quand on a moins d'activité, mais on ne jette pas. Je pense qu'on est une des seules marques à avoir un atelier de réparation de planches gonflables, par chez nous en tout cas, j'en connais pas, j'attends. On essaye systématiquement de ne rien jeter. On recycle, on refait. Et c'est assez simple puisqu'on est les fabricants. Il y a beaucoup de marques qui se comportent en disant, nous on conçoit et on imagine, on brande,
Mais par contre, on ne touche pas à la fabrication, on ne met pas les mains dedans. Nous, on fait pas ça, on a tous les morceaux et on les fait nous. Donc, si un morceau est cassé, on le refait. T'es leader je pense que t'es leader de la distribution en direct sur le marché. On a reçu Raphaël Salle ici sur Mordu, le DG et fondateur de F1. On lui parlait des 2 modèles de distribution, donc le tien en direct, le sien via des importateurs et des shops. La conviction de Raphaël sur le sujet, c'est que c'est difficile, voire impossible, de développer une franchise internationale en distribution directe. Il dit, la distribution directe, c'est top si tu adresses un marché local. Dès lors que tu veux t'internationaliser, ça va être difficile, voire tu vas pas y arriver. C'est quoi tes convictions et ta vision sur le sujet ? Moi déjà, j'ai fait de la compétition avec Raphaël en planche à voile, et c'est quelqu'un qui est absolument exemplaire dans son parcours pro, mais aussi dans ses qualités sur l'eau. Donc c'est quelqu'un qui est d'une génération d'avant la mienne, d'où le nom de ma boîte, Galaxy of Twin Generations, qui a donc j'imagine, une affection pour un mode de distribution qui est lié à un historique, qui est lié à des méthodes, et tant mieux. Je suis pas là pour prendre sa place. Moi, je suis là pour compléter ce qu'il offre à un public. Mon job, c'est ça. Ma position, elle est d'être un complément dans un marché. J'aurais presque tendance à dire que mon plus grand concurrent, c'est soit le VTT, soit le Bon Coin. C'est pas pour autant que je fais des produits qui sont pas bons, mais simplement le positionnement tarifaire nous amène un petit peu là. Donc moi j'ai un très grand respect pour les personnes qui agissent dans mon métier, et notamment ceux qui le font très bien. Et Raphaël fait un travail d'exception avec des produits magnifiques. Il y a d'autres marques qui font des choses... Enfin, moi, je suis fan de tous ces gens-là. Ah ouais, et d'ailleurs, quand Raphaël, tu vois, on a abordé ce sujet-là, il était tout à fait à l'aise. Enfin, tu vois, il avait un peu le même discours que toi, hein, c'est-à-dire que vous étiez très complémentaires. Mais je lui disais, pourquoi toi, tu vends pas direct ? Il dit, moi, je suis une marque globale, et si je vends direct, je vais pas réussir à être une marque globale. C'est une façon de voir les choses. Nous, on fait la démonstration inverse. Quand je te dis qu'on livre 60 pays par semaine, je suis même pas capable de te les citer. Ma plus grosse interrogation, c'est pas comment on va livrer 60 pays par semaine, c'est comment on va livrer proprement 60 pays par semaine. Donc mon vrai sujet, il est de lier des partenariats avec des grosses boîtes de transport, parce qu'aujourd'hui on a la taille pour le faire, et pour essayer de travailler le plus clean possible. Un exemple tout bête, je vais avoir du mal à expédier en Argentine des planches rigides en carbone et qu'elles arrivent intactes et assurer un SAV comme celui que j'assure ici. Par contre, une planche gonflable qui offre les mêmes qualités en navigation, ça c'est tout à fait possible. Donc mon challenge était d'inventer cette planche gonflable, et c'est ce que j'ai fait avec le concept des HIP. J'ai inventé ce concept d'une planche en carbone sous un volume gonflable, et de dissocier les deux actions, les deux fonctions, et en inventant ça et en le mettant en production sans le breveter, j'ai voulu mettre du monde dans l'eau, sans m'accaparer un principe, parce que j'estime que faire voyager une petite boîte plutôt qu'une grande boîte pour le même plaisir à la fin, c'est beaucoup plus responsable. Les gens ont reconnu l'intérêt de ce produit, parce qu'on en vend des milliers et des milliers et des milliers. Voilà comment je réponds un peu à cette problématique. Sélectivité sur les produits, tu n'as peut-être pas vocation à tout vendre, mais il y a des produits qui vont bien s'y prêter. Oui, puis tu vois aussi dans le positionnement géographique qu'on a dans le monde, un véritable choix. J'avais la possibilité, j'aurais pu m'installer à Hawaï, m'installer à Tahiti, m'installer n'importe où. J'étais libre de faire ce que je voulais. J'ai choisi de m'installer à Saint-Nazaire, dans les Pays de Loire. Ce choix, il est dicté par une seule chose, c'est la météo. J'estime qu'en m'installant ici, je rencontre une variété de conditions météo qui est telle que je ne peux pas avoir un client que je ne comprends pas. Si je vis dans un monde hyper stéréotypé, moi je suis le plus heureux du monde à Hawaï. C'est extraordinaire. Sauf que c'est une carte postale absolument magique, avec des gens super, mais c'est pas la vie à Pornichet. Ouais, en Pornichet, on est chanceux. Ça m'avait bien amusé quand je crois que c'est Robinèche qui avait fait les premières démonstrations en wing. Il disait non, mais t'as juste besoin d'une 4 mètres carrés, dans toutes les conditions ça marche. Par exemple. Et pas de harnais surtout. Voilà. Non, moi j'ai souvent il y a un groupe là qui intervient je crois qu'ils doivent être une vingtaine de gars sur un lac qui est pas très loin des Vosges, dans l'est de la France en tout cas, et les mecs se régalent. Mais moi je suis surfan de ça. Je suis surfan. Moi je surkiffe. Les mecs se régalent.
Ils se régalent, ils sont super contents, ils se font la petite binouse en sortant. C'est parfait, c'est génial. Celui-là que je le connais bien, parce que j'ai passé un peu de temps à Luxembourg, c'était l'endroit le plus proche pour les rider. Ouais. Je me suis cassé 10 fois le nez en kite parce que c'était l'enfer. Mais en wing, ça marche. Et en wing, ça aurait marché. Ouais, c'est sûr. C'est un outil incroyable pour ça. Mais donc, tu vois, géographiquement, on aurait pu se mettre n'importe où. On a choisi un exemple tout bête. On nous proposait presque 2 millions d'euros d'aide pour s'installer du côté de Biarritz et on nous proposait rien si on s'est installé à Saint-Nazaire. J'ai pris rien. Voilà. Parce que j'aime pas devoir des choses aux autres, déjà, pour commencer. Et ensuite, parce que, encore une fois, la variété des conditions météo est un point extrêmement important pour se mettre dans la situation de tous les gens à qui on va parler. En moyenne, hein, à un moment, ça touche un petit peu ses limites, et du coup, on recrute des team riders aux quatre coins du monde, qui, eux, sont en place aux quatre coins du monde, et ils font partie des 90 salariés dont je parle, et eux mettent en situation notre matériel dans ces conditions-là. Je pense que la victoire de Malo en Coupe du Monde, son titre mondial, d'abord en junior en slalom cet été, et ensuite en senior en surf freestyle, montre que être confronté au quotidien à des conditions, tu vois, je regarde la fenêtre derrière toi, c'est gris, on a l'impression qu'il fait nuit, mais c'est pas du tout le moment où il devrait faire nuit. Il pleut, il fait 12 degrés, il y a 20 nœuds totalement irréguliers, mais il va se régaler, il va se gaver lui là-dedans. Donc le jour où il va à Hawaï, pour lui, mais c'est Luna Park. C'est aussi ça qu'on propose aux gens, c'est de leur dire, vous n'avez pas besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde pour vous éclater. On fait tout ce qu'il vous faut pour voler devant chez vous sur le plan d'eau, pour aller en stand-up sur une rivière, juste un petit bout de flotte, vous videz la tête, pensez à autre chose, vous régalez, avoir ces sensations qui sont vitales. On vient tous de l'eau. Hein. Quelles que soient les conditions. Alors Exactement. tu dis que dans la boîte, il y a des pro-riders, mais il y a aussi des comptables, des designers, enfin tu m'as présenté un peu tout le monde. Tout le monde ride ? 99%, parce que j'en fais pas non plus un point de sélection absolue. C'est pas parce que tu vas pas dans l'eau que t'es pas quelqu'un de bien et que t'es pas un bon professionnel. Simplement, on vit dans un monde de PME qui est un monde un petit peu difficile, où quand on fait des croissances fortes, c'est pas forcément la fête au quotidien, c'est une bataille permanente pour essayer d'expliquer aux gens ce que l'on fait. Dans ce cadre-là, le fonctionnement au départ familial de la société et ensuite passionnel, il fait que ça nous donne une énergie qui est dingue. On fonctionne vraiment comme une famille soudée par cette passion et par cette aventure commune. Donc oui, pratique, chacun à leur niveau. Du coup, il y a personne au bureau dès qu'il y a des conditions ? Alors, en tout cas, c'est pas moi qui va les vérifier, parce que souvent, je suis pas là non plus. Non, mais du coup, ouais, ça ride fort. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait du matos. Il y a une culture... Je mets à disposition de mes salariés 600 000 euros de matos par an. Voilà. Donc quand on me dit je paye pas mon matos, j'ai une vision un petit peu différente du sujet. J'ai un gros quiver qui me coûte un petit peu d'argent. Mais tant mieux, c'est génial, parce que quand vous contactez un mec ou une fille chez moi, elle pratique, elle comprend, elle fait ce que vous faites, elle fait les erreurs que vous avez pu faire, elle vit ce que vous avez vécu, elle fait les mêmes galères. C'est hyper important, pas d'additionner les champions du monde dans la boîte. J'ai la chance que Malo le soit. C'est surtout lui qui a la chance de l'être, déjà pour commencer. Et ensuite, ça arrive une fois, ça arrive 100 fois, peu importe. L'important, c'est est-ce qu'on partage la même passion, la même envie. Tu vois, cette histoire de la partager à 100% ou à 2%. Il y a beaucoup de boîtes qui se comportent en disant vous devez être à 100% dans nos sports, sinon vous n'êtes pas un vrai. Je suis désolé, c'est absolument pas ça ma mission sur Terre. Ma mission sur Terre, c'est de dire aux gens, goûtez un peu de ça et voyez si vous en voulez un petit peu plus, parce que c'est vraiment un monde extraordinaire. C'est des sensations incroyables. Vous pouvez les partager avec vos enfants. J'en fais la démonstration au plus haut niveau. Et je ne l'ai pas contraint, je ne l'ai pas forcé à faire de la wing. Tout va bien. C'est un enfant libre qui est Malo. Mais c'est un truc incroyable de vivre ça avec sa famille, avec ses potes, c'est quelque chose qui est absolument génial. Et on est, encore une fois, dans la nature. Moi, je suis à la fois mathématicien et contemplatif. L'aspect contemplatif dans nos métiers, dans nos passions, il est essentiel. On va s'immerger dans la nature. Moi, j'ai des souvenirs de navigation en kitefoil dans 4 nœuds, 5 nœuds. Je sais que je vais rentrer à la nage. Je sais sûr. Je suis à 3 km du bord. Sauf que là, juste devant moi, il y a un banc avec peut-être 500 000 mouettes. C'est des rassemblements d'hiver, là. Je vais au milieu et en fait, je suis tout seul et elles m'acceptent. Et elles sont à 1,50 m de moi pendant des centaines et des centaines de mètres. Et à un moment, je me foire et je rentre à la nage. Et ça me prend 2h30 dans de l'eau à 10 degrés. Mais je m'en fous.
J'ai passé un super moment. Bon, le soleil se couche entre les deux. Ma seule angoisse, c'est que quelqu'un appelle la SNSM et de les faire sortir pour rien, les pauvres. Ce qui m'est jamais arrivé, heureusement. Mais c'est ça qu'on vend aux gens. C'est ces moments-là, en fait. C'est des moments de magie absolue et donc d'éternité. J'ai une dernière question pour toi. On arrive à la fin Je commençais juste à être chaud. à la fin de ce podcast. Tu disais que tu communiquais beaucoup sur les réseaux, sur Gong, tu réponds à tout le monde. J'ai lu sur le réseau Gong que tu avais promis de te raser la barbe si ton fils devenait champion du monde, mais que tu t'étais dégonflé. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé ? Et écoute, je sais déjà pas pourquoi j'ai la barbe, donc peut-être voilà. pour ressembler à un ours. Non, je fais pas ce genre de pari. Non, je suis hyper content que Malo ait gagné ce titre. C'était un truc que moi je sentais en lui et que je voulais surtout pas forcer, brusquer. Je suis jamais allé à une de ses compètes. Jamais. Je veux surtout pas être le père qui fout la pression et ce genre de choses. Là, j'ai senti qu'il y avait un truc, donc je suis allé avec lui au Brésil pendant 3 semaines sans prendre ce pari. Ça m'a permis de rencontrer d'ailleurs tous les team riders. Je connaissais pas tous. C'est juste dingue. Je sais pas si tu les as déjà rencontrés. Tu as rencontré Titouan. Ouais. Maxime Chablot aussi, ouais. Qui fait 3e, je crois. En fait, alors moi j'ai vécu la compétition dans des milieux qui étaient la planche à voile quand ça commençait à devenir un peu tendu, tu vois, où il n'y avait plus le droit d'avoir des sponsors d'alcool ou de cigarettes, donc les budgets étaient un peu bataillés et tout, c'était un peu tendu, voire très tendu. Et là, c'est pas du tout ça en fait. Les mecs et les nanas sont super à la cool et ils s'adorent. Ils partent en trip ensemble. Ouais, vraiment. Moi, je l'ai vu en kite freestyle où tu vas retrouver les plus gros compétiteurs qui sont en vacances ensemble, quoi. Ouais, vraiment. Et c'est beau pour nos sports parce que ça amène une vision qui n'est pas une vision d'argent, qui n'est pas une vision de... Moi, je dis toujours aux gens que je vends des chocolats, en fait. Je ne vends pas autre chose. Je vends juste du plaisir aux gens. Et quand j'envoie mon gamin de 17 ans, voire 16 ans, même faire ce tour mondial... je me dis avec qui il va tomber, tu vois. Et là, quand je vois les gars, super ambiance, les mecs sont, c'est clean, c'est beau à voir, les mecs sont tous les plus impressionnants les uns que les autres. Franchement, c'est vraiment bluffant. Titouan, il y a qu'à tirer 3 bords avec lui, c'est magique ce qu'il fait. C'est vraiment très beau. Et il y en a beaucoup qui ont un niveau extraordinaire, mais ils sont surtout tous et toutes une gentillesse et une simplicité. Dieu sait que dans ce métier, j'ai pas une image de mec très apprécié. Pour autant, ils ont tous été super gentils avec moi et ça leur a peut-être donné l'occasion de me découvrir aussi au-delà des rumeurs et des on-dit. T'as recruté du coup sur le tour un peu ? Non. J'ai pas une démarche très agressive là-dessus. Je t'ai dit, je suis nul en com. Je suis nullissime en com. J'aime bien discuter avec les gens, mais ça s'arrête là. J'ai pas de plan de com. Voilà, si quelqu'un m'entend dans cette société, ce serait bien de faire un plan de com. Non. On invite qui a envie de partager tout ce qu'on vient de dire depuis 1 heure à nous rejoindre, mais je m'achète pas des têtes et je fonctionne pas comme ça. J'ai aussi la chance d'avoir un gamin qui est relativement brillant sur le sujet. Ce qui est vrai, c'est que tu dis que tu aimes bien faire les choses de tes mains. Là tu es un champion du monde. Là, pour le coup, celui-ci, je l'ai fait. C'est juste dingue. C'est assez incroyable. Non, mais c'est impossible. C'est un pari impossible. Sa maman lui a donné énormément de choses. Hein, et sa maman, avec qui je vis au quotidien, elle a fait cet enfant. Et aujourd'hui, on l'a amené là où il est en lui donnant énormément de confiance en lui, de calme, de temps, de passion. Et c'est ce partage que j'ai à l'extrême avec mon fils que je donne entre 100 et 2% aux utilisateurs de mes produits. C'est un peu la même chose, en fait. Ça a un côté vraiment magique. Patrice, un grand merci. C'était un gros kiff. L'idée de ces rencontres, de ces épisodes... c'est parler de business, mais c'est surtout de parler de passion et je trouve que tu le diffuses et c'est super agréable et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de se lancer, de vivre leur passion jusqu'au bout comme tu l'as fait. Ouais, vraiment, si ça doit servir à quelque chose, c'est ça en tout cas. C'est tourner les gens vers l'eau et vers des plaisirs qui sont finalement des plaisirs assez simples. Et puis se réaliser, comme tu le disais, se sentir un moment à sa place au bon moment, au bon endroit, quoi. Ouais, et puis il n'y a rien d'impossible, ça arrive tôt ou tard. Eh ben écoute, déjà bravo pour tout ce que tu as réalisé, puis tout le meilleur pour la suite. Merci à toutes et tous. Salut Patrice, merci ciao. à toi.